Ok, on va démarrer les questions. Comme ça, vous pouvez amener les sujets que vous avez. Peu importe le type de question, hein, que ce soit vraiment mindset, marketing et vente. Moi, j'ai eu quelques questions sur la partie vente tout à l'heure pendant la pause. On va prendre le temps de le traiter. Donc, sentez-vous libre. Donc, j'en ai parlé avec Rachid. La question est sur le process de closing. Donc, on a une trame. Oui. Et j'ai vraiment la sensation que souvent, cette trame, je me force à la suivre et que j'arrive pas à être complètement moi à l'intérieur. Je fais de mon mieux. Alors, des fois, c'est plus souple, des fois moins, en fonction des personnes que j'ai en face. Et j'ai la sensation que je force les gens à me suivre pour, par exemple, répondre à un prix. Souvent, c'est le cas. Tu peux me donner un exemple de choses que tu dis dans la trame qui ne te plaît pas? J'ai adapté. Non, ce qui me dérange, c'est de devoir tourner autour du pot, les emmener là où moi je veux les emmener pour qu'ils répondent à mes questions, pour nourrir ma trame et pour que je puisse avoir les infos dont j'ai besoin. Et seulement à la fin, je leur dis « Ah bah non, tu n'auras pas l'info du prix en R1. On se rappelle, alors je fais tout le process, j'envoie les ressources, tout ça, et je te donnerai peut-être le prix en R2. » Moi, je suis pas d'accord avec toi. Déjà, dans le process, et si tu ramènes en R2, c'est qu'il doit être pitché. Donc, il y a une faille dans le process. Je demande qu'à apprendre. 100% des personnes qui te demandent le prix en front n'achètent pas. 100%. À chaque fois, sans exception, et ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines, quelqu'un arrive dans mes DM. La personne a l'air qualifiée. Je posais 2-3 questions, elle me demande le prix. Je me dis, vas-y, je lui donne le prix. Comme ça, je fais mon closing en MP, je soulage un peu l'équipe vente qui avait à ce moment-là trop de volume, etc. De temps en temps, je me dis ce truc-là. À chaque fois, merci pour ton temps, au revoir. 100% du temps. Il n'y a pas d'exception. Une personne qui rentre chez le garagiste qui dit ma voiture est cassée, c'est combien? Tu lui réponds? Non. Pourquoi on ne lui répond pas? Parce qu'on n'en sait rien. Parce que ça dépend de la voiture, parce que ça dépend de ce qui est cassé, parce que ça dépend du temps que je vais y passer. Tu dis un prix à la personne. Si ça se trouve, elle avait besoin que de toi 1 mois, et en fait, le prix s'était divisé par 4. Ça se trouve, sa problématique était beaucoup plus avancée, elle avait besoin de toi 1 an, le prix c'est x2. Ça se trouve, tu n'es pas compétent, mais tu aurais pu lui recommander quelqu'un de très bien qui aurait pu l'aider, mais elle a vu ton prix, elle a pris peur, elle est partie. Répondre au prix trop vite sans avoir un contexte vraiment établi, c'est pas qu'une histoire de trame de vente pour réussir à vendre, c'est que c'est pas rendre service à la personne. Je vous ai parlé des centres tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Benji, alors Benji on se connaît un peu, c'est pour ça que je le taquine de temps en temps. Vous vous rappelez des 3 centres? Mental, émotionnel, instinctif. Ils ont tous des espèces de relents, des trucs qui reviennent. L'idée c'est que les centres instinctifs veulent tout de suite. C'est ce qu'il vient d'expliquer. Et si vous-même, vous êtes dans un centre instinctif, c'est un truc que je vois souvent. Je ne fais pas une généralité, on n'est pas tous pareils, mais à chaque fois que vous avez cette envie de griller le process et d'aller plus vite que le process, là, vous grillez une cartouche. Vous grillez une opportunité d'aller justement dans la profondeur avec la personne pour, comme vient de le dire Jérémy, poser le diagnostic. Et le diagnostic est plus important que la vitesse. Et le centre émotionnel, lui, il veut pas déranger. Il veut... ouais. On en parle de la fuite? Il y en a, ils rigolent. Ouais, putain, c'est moi. Je vais continuer à rebondir sur ce que vient de dire Benjamin, parce qu'en fait, il y a 2 choses. Il y a, premièrement, j'ai l'impression de faire voyager mon prospect alors que je peux en fait aller droit au but. En gros, c'est ce que je sous-entends. Et la deuxième chose, c'est est-ce que je suis moi-même dans l'appel? Est-ce que je suis moi-même dans l'appel, dans le call? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. J'ai l'impression en fait de ne pas être moi-même. Tu n'es pas le seul à me l'avoir dit tout à l'heure. Et là, ça c'est autre chose. Ça, c'est... J'aimerais dire un truc là-dessus. Sur une compétence que vous ne maîtrisez pas de façon innée, autant dire qu'en tant qu'humain, il n'y a pas grand-chose qu'on maîtrise de façon innée. Être soi-même, ça veut dire quoi? Il y a un toi-même... là, je dis pour toi, mais en fait, ça concerne plein de gens ici. On est plusieurs à être concernés. Et moi-même, je l'ai ressenti, ça. C'est quoi le soi-même inné bon en vente? C'est une compétence. Quand tu apprends à marcher, c'est un pied, ensuite l'autre. Ok. Alors, tu peux dire, c'est pas moi-même. Moi, j'aurais préféré mettre 2 fois le pied gauche d'abord. Mais bon, dans ce cas-là, tu tombes, quoi. Sur une compétence apprise, il n'y a pas soi-même.
On peut ensuite se l'approprier, faire des petits mouvements, changer des trucs, tester. On va tomber aussi. Mais une compétence apprise, il n'y a pas soi-même en fait. Hein. C'est comme ça qu'on fait ce truc. Pour visser un boulon, c'est comme ça. Si tu essayes de faire comme ça ne visse pas. Et peut-être que ce geste-là, il serait plus confortable pour toi, mais ça ne marche pas. La vente, c'est un art. C'est l'art de questionner le prospect pour que lui-même arrive à des réponses qui sont évidentes pour toi depuis le début, mais il faut qu'il en prenne conscience dans un certain ordre pour que lui aussi ait les déclics. Si tu fais pas ça, il n'a pas de déclic. S'il n'a pas de déclic, il n'achète pas. Mais plus encore, s'il n'a pas de déclic, tu ne l'as pas aidé. Parce que même en faisant tout dans le bon ordre, on s'assure qu'il y ait des déclics, mais on ne s'assure pas la vente. Mais on s'en fout. Notre job, c'est de faire le mieux pour la personne en face de nous. Le mieux pour elle est systématiquement en dehors de sa zone de confort. Et je dois être confortable avec le fait que mon job, c'est de la faire bouger, pas de la faire acheter. Et si les circonstances sont réunies, le fait de l'avoir fait bouger, elle achètera. Peut-être pas. Mais ça, c'est pas grave. Je vais terminer sur le centre mental de tout à l'heure. C'est rester paralysé sur le process. Oui, si vous voulez échouer une vente, continuez de cocher des cases étape par étape et restez surtout métallique. Ne vous connectez pas avec empathie à la personne en face. C'est très important pour échouer la vente. Voilà. Petit tips. Okay. Question suivante. Oui, moi j'aimerais bien avoir 2-3 mots sur la vente par écrit, puisque on devrait en parler, donc ce serait cool. Ouais. Il y a plusieurs choses dans la vente par écrit. Il y a la partie initiale, qu'on appelle le setting, engager des conversations. Et il y a la partie vente, purement. La vente par écrit, si on sort le setting de l'équation pour l'instant, c'est exactement les mêmes étapes de la trame de vente, mais par message. Il y a une chose qui change. Au téléphone, vous pouvez poser des questions inconfortables à la personne, une fois que vous avez validé qu'elle est d'accord avec ce procédé. Et bon, elle va peut-être un peu se décomposer, bégayer, mais elle est là, elle est en face de vous. Soit elle va vous répondre, soit elle va vous dire « tu me saoules, j'ai pas envie de parler de ça ». Par message, si vous posez une question inconfortable, qu'est-ce qui se passe? La personne vous ignore instantanément. Parce que c'est très confortable de ne pas répondre à un DM. Donc systématiquement, quand vous posez une question par message, c'est le seul truc qui diffère, vraiment. Il faut laisser une porte de sortie. J'ai l'impression que si tu ne te lances pas dans ce café achat, c'est parce que ta grand-mère aurait préféré que tu sois universitaire. Entre parenthèses, mais bon, après, je suis peut-être en train de projeter parce que la mienne de grand-mère, elle voulait ça pour moi. Donc n'hésite pas à me traiter de con, on en rigolera bien tous les deux et on passera à la suite. Je viens de te laisser l'opportunité de me dire t'es à côté de la plaque, fous-moi la paix. D'une façon rigolote, donc tu vas pas me ghoster, tu vas me répondre. C'est le seul truc qui diffère dans la vente par message par rapport à la vente au téléphone. Le reste, c'est la croyance qu'on peut vendre par message. Maintenant, il y a le fait d'engager des conversations, c'est du setting. À partir d'un post, à partir d'un document que vous offrez, à partir d'une story, à partir d'une idée, peu importe. Et peut-être qu'à un moment, la personne va vous dire « ouais, est-ce qu'on peut s'appeler ?» La réponse elle est très simple. Non, désolé, on ne peut pas. Il n'y a pas besoin de se justifier. Si vous voulez absolument vous justifier, politique de l'entreprise, je ne suis pas disponible au téléphone pour le moment, je préfère qu'on déblaye par message dans un premier temps, je ne fais pas d'appel, règle personnelle. Il y a un très bon blog post, je ne sais plus si c'est Tim Ferriss ou Paul Graham, j'ai un trou de mémoire, qui dit I don't do coffee. Ou c'est Naval, bref, peu importe. Une pointure de la Silicon Valley. Qui expliquait que quand on lui dit est-ce qu'on peut prendre un café pour en discuter, 100% c'est non. Je ne fais pas de café. Je sais pas que ça à foutre. Il fait des thés Ah, non. Non plus. Ouais, moi, pendant 4 ans, et encore aujourd'hui c'est 99% du temps, c'est ça, hein, c'est est-ce qu'on peut s'appeler? Non, désolé, je fais pas ça. Ouais, mais ce serait bien quand même. Ouais, mais pas pour moi. Et en fait, je sais que toi, tu voudrais bien me parler, mais même si tu m'as l'air très sympa, moi, je te connais pas. Et si je dis oui à 100% des gens, je suis plus un marketeur, je suis un call center, là. C'est plus le même métier. On peut aussi, hein. Mais dans ce cas-là, je te facture le call 500 €. Et là, ouais, on peut papoter si tu veux. Parce que je sais ce qui va se passer quand je vais dire oui à cette personne que je connais pas et qui veut m'appeler.
Elle va me raconter tout ce qui lui passe par la tête pendant 1h30. Elle va absolument pas acheter parce que c'est elle qui contrôle la narrative, la trame et comment ça va se passer. Moi, j'aurais perdu 1h30. Et cette personne va me dire « Ah, tu m'as bien aidé, merci, hein, salut !» Enfin, pareil, tout le temps. Donc, si vous voulez pas vendre au téléphone, si vous voulez vendre par message, est-ce qu'on peut s'appeler? Non. Et non, on peut pas. Et c'est pas grave. Tout en sachant, comme je le disais juste avant, que vous allez perdre tous les extravertis. Faut être OK avec ça dans ce cas-là. Après, quand on est introverti au point d'avoir une peur, anxiété viscérale du téléphone, est-ce que c'est si grave que ça de perdre les extravertis? En général, on s'entend pas très bien avec eux. Parce que c'est des gens qui, aussi merveilleux soient-ils, vont drainer l'énergie d'un introverti. Donc l'avoir en client, si vous en êtes à ce stade-là, encore une fois, hein, et tout ce que je dis là n'est pas une obligation ni une injonction, mes théories personnelles, hein, ça n'engage que moi. 2 choses à ajouter. La première, quand on fait de la vente par écrit, il faut vraiment comprendre que c'est la loi du volume. Il faut vraiment être dans le volume. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que je bombarde les messages de connexion, de création de relations, de qualification. Il faut vraiment que j'aille vraiment comme un bourrin. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un levier psychologique, il y a un palier psychologique à comprendre quand on fait de la vente par écrit. Quand on est connu, quand on a une audience, etc., on peut se permettre d'aller chercher des deals jusqu'à 100 000 € en vente par écrit, c'est OK. Mais quand on démarre et qu'on n'a pas d'audience, encore qu'il y a un cours de construction, une stratégie en cours de mise en place, il y a des leviers psychologiques quand même qui nécessitent qu'on arrête par écrit et qu'on passe par téléphone. Tu vois, avant Covid, le palier il était à 5 000 voire 8 000 €. Depuis Covid, avec tout le monde est éduqué aujourd'hui à ce qu'on appelle la vente et un appel de vente, le palier est descendu. Là, je pense qu'on doit être entre 2 000 et 3 000 €. Au bout d'un moment, en fait, tu as absolument besoin d'appeler une personne pour travailler avec elle sur ses croyances, sur ses peurs. Plus votre marque personnelle est élevée, plus vous pouvez vendre cher et facilement seulement par message. Pour une histoire de confiance, 100%, hein, c'est rien d'autre. Hein. Si demain Tony Robbins vous envoie un DM, il n'aura aucun problème à vous closer à 50K si c'est ce que vous vouliez acheter. Hein. C'est Tony Robbins, quoi. Et bien sûr que je vais lui répondre. Et bien sûr que si je voulais acheter, je vais me contenter de 2 notes vocales et d'un MP. Hein. Bon, si je me lance demain matin sur le marché chinois et que je suis un inconnu là-bas, avant que quelqu'un me file 3000 balles par message, je vais ramer un petit peu. Normal. Une question de confiance. Si je comprends bien, du coup, c'est ta propre décision de faire soit par appel, soit par message. C'est ce que tu dis. Moi, j'ai choisi de le faire comme ça. Il y a des gens qui s'adaptent aux prospects, il y a des gens qui font que d'une façon, parce qu'ils sont plus confortables ou qui trouvent que c'est plus efficace. Si tu supportes pas le téléphone, tu fais que par message. Ce sera plus dur. Si tu es concentré sur ton taux de closing, que le reste tu veux pas le savoir, tu fais que au téléphone, ce sera plus efficace. Si tu as des clients qui sont aux 2 extrêmes du spectre, tu peux les laisser décider. Ou, et moi ça a été mon cas, c'est je choisis selon mon humeur du jour. Il n'y a pas de règle en fait. Ce qui maximise ton confort, le confort des personnes en face et les résultats, c'est d'être souple et s'adapter à la situation. Et justement, à quel moment tu sais si une personne, elle va préférer être par écrit, si elle ne te le dit pas, si elle va préférer être par écrit ou par appel? Parce que l'objectif, c'est quand même d'aller caler un max de R1, donc tu poses tes premières questions de qualif, mais à quel moment, toi, tu arrives à déterminer si la personne, elle préfère rester à l'écrit ou à l'appel? Alors, l'extraverti te le dira tout seul, en disant qu'il a besoin d'un contact. L'introverti, des fois, osera pas te le dire. Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un appel et je vais laisser une porte de sortie. Est-ce que tu veux qu'on s'appelle pour en parler? Entre parenthèses, mais si tu veux, on peut continuer par message. Moi, ça me va très bien. Je connais plein de gens qui n'aiment pas le téléphone, ça me convient. Je suis OK avec ça, quoi. Ou alors l'inverse. Hein. Ce que je te propose, c'est qu'on en parle ici en échangeant quelques messages, entre parenthèses, sauf si tu es vraiment plus confortable avec un appel. Dans ce cas-là, on se programme ça. Toujours laisser une porte de sortie. Merci. Donc moi j'avais une question sur la récupération des prospects. Donc vous êtes à fond sur tout ce qui est DM, One Place Funnel, etc. Si on a bien fait l'enquête des avatars, qu'on a bien cherché, on a bien mis notre idée, notre plan, pourquoi on ne fait pas une VSL? Alors je sais que ça a un coût, une formation, etc. au niveau énergétique et argent. Pourquoi on ne fait pas de la pub sur des Insta ou peu importe? Et justement on va récupérer des prospects peut-être plus facilement, entre guillemets, en plus grand nombre peut-être aussi, donc et avoir surtout une réponse plus rapide sur notre idée, on va dire, sur notre fantasme, parfois même de projet, dire bah voilà.
mettre en place un tunnel et faire des tests de bidouillage juste pour comprendre comment ça marche, c'est à peu près entre 3 000 et 5 000 euros qui vont être brûlés sur les ads pour commencer. Okay, t'as encore rien fait d'autre à partir de là. Ensuite, le coût d'acquisition d'un client en ads, c'est entre 1 000 et 2 000 euros, à peu près. Si ton produit n'est pas bon, que ta LTV, ta lifetime value n'est pas la bonne, que la façon dont tu livres ton offre en evergreen n'est pas complètement calée, que tu n'as pas un très bon product market fit qui a été testé en organique, si tu n'as pas les compétences en vente, les compétences en funnel, les compétences en VSL, tu vas droit dans le mur. Voilà pourquoi. Ça ne veut pas dire que ton idée n'est pas bonne, tu vois. Typiquement, quelqu'un qui a déjà eu des business par le passé, qui revient sur la même cible et qui lance une offre d'accompagnement, ouais, si tu veux scaler à ce niveau, va direct sur Ads plus VSL. Bien sûr, ça va beaucoup plus vite. Mais moi, 95% de mon public, ils n'ont pas ces compétences et ces connaissances initiales. Je ne peux pas les envoyer faire une course de F1 alors qu'ils ne sont jamais montés sur un vélo. C'est pour ça. Ok, bah merci. Dans une des vidéos du programme, tu dis qu'un taux de closing correct se situe entre 20 et 50%. En organique, sur une audience qui te connaît bien. Ok, tu parles du R2. Avec du follow-up. Avec du follow-up. Tu parles du R2 à la vente ou du taux de closing entre le R1 et la vente? Sur appel réservé. Donc R1. Ok. Si vous êtes en ads, juste pour vous donner des ordres de grandeur, hein, en ads sur trafic froid, si votre système il est bien calé, etc., si vous êtes à 10-15%, vous êtes content. C'est aussi pour ça que je dis que les ads, vous précipitez pas si c'est pas encore là que vous en êtes. Une fois qu'on a un product market fit, c'est-à-dire que on a la preuve en organique qu'on a de l'attraction sur notre offre, qu'elle se délivre bien, que les clients ont des résultats, qu'on a bien compris l'avatar, etc. Si le but c'est pas de rester bloqué à 5 000 par mois, ouais, faut y aller, faut scaler. De toute façon, le début sera pas si dur que ça. Mais tant qu'on n'a pas ces preuves-là, faut pas y aller. À quel moment tu considères, Rachid, que ta vente en fin de R2, une fois que tu as pitché le prospect, elle est terminée? À quel moment tu te dis « Ok, je vais laisser la personne réfléchir 24-48 heures » Lorsque je reçois la notification de paiement. J'allais dire la même chose. Lorsque tu as reçu le paiement, la vente est finalisée. J'ai peut-être pas bien posé ma question. Tu mènes ton R2, tu pitches la personne, tu discutes avec elle, elle te dit j'ai un souci avec le prix, enfin voilà. Tu discutes un certain temps avec elle. À quel moment tu lâches et tu laisses la personne revenir vers toi, okay, réfléchir et tu termines l'appel? À partir du moment où j'ai challengé son point de vue, j'ai challengé son processus de prise de décision, je sais exactement le pourquoi elle doit aller réfléchir, on a traité les différentes pistes de réflexion ensemble, là je peux laisser partir la personne. Mais si elle me dit juste je dois partir, je dois réfléchir peu importe l'objection, si j'ai pas clarifié, questionné, redonné confiance et conscience, je lâche pas l'affaire. Est-ce que tu cales un R3 quand même? Alors, ça dépend. Si j'ai tout programmé et que effectivement ça nécessite 48-72 heures, je programme un R3. Si j'ai traité l'objection et que je sais que ça ne sera pas un close dans les 15-20 jours, je ne vais pas programmer un R3, mais je vais programmer du follow-up. Et avec ce follow-up, je sais que je dois programmer un R3. Pourquoi? Parce que si je programme un R3 15 jours, 80% de chance de no-show. Je la suis en follow-up et je sais que je vais programmer un R3 avec elle 48 heures avant la fin de ces 15-30 jours, par exemple. Mais si je programme un R3 avec une personne lointaine, 80% de no-show. 80% du temps, ils ne seront pas là, peu importe mon suivi. Alors que si je suis les personnes, je converse avec elles et que derrière je propose un rendez-vous, il y a plus d'impact. Titon m'avait dit que tant qu'il n'avait pas une réponse, un oui ou un non ou machin, il lâchait pas l'appel. Tu vas au bout de ça ou... Ouais, nous on va vraiment au bout. Quand j'ai une réponse du style Rachid va te faire là c'est bon, je supprime, j'arrête, c'est bon. Mais tant que moi tu me dis pas va te faire quelque chose, je continue à te follow-up. C'est un principe de vie chez nous. Pendant l'appel ou non, après? pas pendant l'appel, Ah là oui. en follow-up. Okay. Pendant l'appel, comme je t'ai dit, on s'arrête au moment où on a fait tout le temps. challengé la personne sur ses croyances, sur son processus de prise de décision, sur ses finances. On a ouvert les possibilités, le champ des possibilités, des actions qu'elle peut mener pour trouver les finances, par exemple. On a challengé si c'est une objection partenaire. Est-ce que son partenaire, est-ce qu'elle a besoin d'en parler
validation, par approbation ou juste par respect. Peu importe l'objection, on va vraiment clarifier la chose jusqu'au bout. Une méthode CQC, clarifier, questionner, redonner confiance et conscience. Une fois que j'ai fini mon process de clarification en questionnant, où j'ai vraiment fait travailler la personne, là, je peux m'arrêter. Et aussi un point de détail, si souvent tu avais dit qu'il lâchait pas, un professionnel de la vente sait chercher la limite du prospect plus que quelqu'un dont c'est pas le métier. Probablement que moi, je lâche plus vite que Rachid. Rachid, il sait trouver avec justesse s'il peut aller un tout petit peu plus loin. Moi, je sais pas. Hein. Moi, je m'arrête pas trop tôt, je m'arrête trop tard en général. Il vaut mieux toujours s'arrêter un tout petit peu trop tôt et se laisser une porte ouverte de follow-up que trop tard et t'as braqué la personne parce que t'as insisté de la mauvaise façon. Et j'ai perdu plus de deals en allant trop loin que pas assez. Hyper en phase avec ce que tu dis là, parce que je pense que dans la salle, on est plus comme toi, des entrepreneurs et pas forcément des vocations à être closer. Moi, là, ma question du coup, c'était pour Rachid. Quand tu follow-up, t'envoies des ressources et tu laisses la personne te répondre, ou est-ce que tu lui dis, est-ce que de temps en temps tu lui dis, on se refait un point Parce que moi, il y a des personnes, je les follow-up, je leur envoie des ressources et elles me disent, bah oui, ça va bien, je continue, et puis on prend des news. Ça fait 4 mois que ça dure, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand tu seras à 11 mois, tu auras battu le record de Rachid. En fait, c'est intéressant. La question, elle est très intéressante, et en même temps, la réponse est très logique. Je t'envoie une ressource. Bah, forcément, 2-3 jours après, je vais t'envoyer un message pour savoir est-ce que tu as ouvert la ressource. Salut Charles, est-ce que tu as eu le temps de regarder la ressource? Dis-moi, t'en as pensé quoi? Tu me réponds. Normalement, tu vas me répondre sur la ressource. C'était intéressant, j'ai vu ça, ça, ça. Ok, super. C'est ok pour qu'on en parle? T'es dispo quand? J'aimerais qu'on en parle justement parce que c'est un sujet intéressant. Et là, je vais argumenter un peu et on va aller faire un call. Tu me réponds pas, je vais t'envoyer une deuxième ressource. Je vais t'envoyer le même message 48 heures après. Est-ce que tu as eu le temps de regarder la ressource? Tu m'as pas répondu, je vais t'en envoyer une troisième, une quatrième, une cinquième. Comme je vous ai dit, hier, j'ai échangé avec une personne, avril 2023, en follow-up. Et pendant 1 an et demi, cette personne-là, elle m'a fait du monologue. Je parlais tout seul. C'était complètement OK. J'ai vu les messages. Je confirme vraiment, il y a une trame de 1 an et demi où Rachid il fait des messages tout seul. Le truc, c'est une newsletter en fait. Au bout d'un moment, j'envoie un message de temps en temps, tous les 3-4 mois, j'envoie un petit message dois-je arrêter de te déranger? Tu me réponds pas. En gros, ça veut dire continue à me déranger. Bon, pourquoi? Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce qu'après, au bout d'1 an et demi, quand elle est revenue, elle m'a dit « Ah, je suis vraiment désolé, j'étais super chargé, problème de santé, etc. Merci beaucoup pour la valeur que tu m'as envoyée, etc. » Et tu te souviens, le médecin? Oui. C'est impressionnant. Celle-là, carrément, c'est impressionnant parce que c'était 1 an et demi aussi, ou un peu moins d'1 an et demi. Et le dernier message que je lui ai envoyé, c'était peut-être que tu as cassé ton téléphone dans les escaliers ou tu t'es fait cambrioler par un de nos concurrents, c'est peut-être pour ça que tu ne me réponds pas. Et là, elle m'a répondu, j'étais à l'hôpital. Croyez-moi, j'étais pas bien. Heureusement qu'on utilise un ton d'humour dans le follow-up, mais quand la personne elle te dit non, non, pas du tout, j'étais juste à l'hôpital, j'étais hospitalisé, c'était quelque chose de très grave, etc. Maintenant, je suis enfin prête et je veux démarrer. Heureusement que j'ai mis des émoticônes qui pètent de rire de partout. Il y a quelques années, bien avant de faire ce métier que je fais actuellement, je travaillais dans la presse en ligne, dans la mode masculine. Donc, je discutais régulièrement avec des attachés de presse, des grands médias nationaux digitaux, des trucs, en plus, pas vraiment mon univers de base. Hein. Et je voulais absolument réussir à choper une chronique régulière sur 8 magazines. Aujourd'hui, ça fait un peu moins de bruit ce magazine-là, mais à l'époque, c'était vraiment en train de monter. J'ai envoyé 13 emails au rédacteur en chef, avec chaque email qui finissait par « Comprenant que vous êtes une personne très occupée, en l'absence de réponse, je vous relancerai ultérieurement. » Sous-entendu, je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu dises oui. Et effectivement, je ne sais plus exactement, 7e, 8e, 11e mail, il me répond « Merci de m'avoir relancé, est-ce qu'on peut se voir pour un café ?» Bon, voilà, j'ai dit oui. Hein. Faut jamais lâcher l'affaire. Si vous le faites avec humour et légèreté, faut jamais lâcher l'affaire. On arrête quand la personne, elle dit un non ferme, là on respecte. Si elle nous insulte, tout le reste, c'est pas non.
On est dans une démarche commerciale. Je sais tout ce qu'on nous apprend, c'est sur du personnel, c'est différent. Tant que la personne, sur une démarche professionnelle, on n'est pas emailé par WhatsApp, hein, on n'est pas en train de toquer à sa porte, ce serait différent. Elle peut en un clic me bloquer définitivement. Je considère que si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne veut pas le faire. C'est extrêmement facile de bloquer un contact commercial. À partir de là, si la personne peut mettre fin à la communication en un clic à tout moment, j'ai aucune limite. Quand j'envoyais là, actuellement, j'envoie une newsletter par jour. Mon record, c'est 8 dans une journée. J'ai reçu 10 mails d'insultes ce jour-là. Mais à partir du moment où sur la newsletter, il y a un bouton en bas de chaque mail qui dit quitter sa newsletter, il n'y a pas de questions, ils peuvent supprimer à la seconde, m'en fous. Et tu restes, c'est que tu veux lire. Si tu restes pas, je peux rien faire pour toi. Si c'est fait avec légèreté et porte de sortie, n'ayez jamais peur de déranger. Et la personne, elle veut bien être dérangée. Ouais, Rachid disait tout à l'heure que pour aller au bout de l'appel, il fallait vraiment qu'on ait bien suffisamment creusé dans les objections, dans les vraies objections. Parfois, on n'y arrive pas. Moi, ça m'arrive de ne pas y arriver et de me dire « Merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire ». Et du coup, je me retrouve à pouvoir encore follow-up la personne pour qu'au final, elle me dise elle me donne des fausses objections, style « Ouais, le prix, machin ». Mais alors qu'on n'a pas vraiment creusé. Et là, je me dis, soit c'est tant pis pour moi, j'avais qu'à mieux creuser, soit je vais essayer de follow-up quand même alors qu'elle m'a dit non. Et là, c'est compliqué parce que ça enchaîne le ghosting et tout. Et d'une certaine manière, elle m'a dit non. Donc, est-ce que je peux quand même rattraper ces erreurs ? Vu qu'on ne va pas travailler ensemble, est-ce que tu serais OK de répondre à une ou deux de mes questions par curiosité pour que je comprenne un peu mieux si moi j'ai fait une erreur et que j'aurais dû t'aider différemment, ou si mon offre elle n'est pas adaptée aux personnes comme toi et peut-être ce que tu aurais voulu. En échange de ces 2-3 questions, j'essaierai de t'apporter encore un maximum de valeur comme j'essaie de le faire depuis le début. Est-ce que tu es OK avec ça ? Oui, non. Si oui, porte ouverte au follow-up. Sous-entendu en call ou juste en discussion comme Message. ça ? Message plutôt. Ok, merci. C'est la même chose quand une personne elle me répond en fait j'ai choisi un concurrent parce qu'il est moins cher ou pour X dans 6 mois. Dans 6 mois. Généralement. Ouais. Je dis à cette personne-là, très simple, écoute, je te remercie déjà de m'avoir répondu. Je suis très fier de toi pour ton passage à l'action. Comme je t'ai dit, que ce soit avec nous ou sans nous, l'objectif c'est que tu te décides. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a un élément qui a fait pencher la balance que je dois savoir, c'est juste pour m'améliorer. Et en fait, avoir un feedback comme ça, c'est important. Les gens seront toujours contents de vous donner du feedback dans l'ensemble. Merci. Au début du programme, quand je suis entré dans KP, j'ai essayé de mettre en place, j'ai fait plein d'erreurs, plein de boards. J'ai eu des appels, des messages, j'ai fait que de la... Et j'ai essayé de relancer certaines personnes, la plupart, pas de réponse. Est-ce qu'il y a un truc que vous pourriez nous recommander pour, après avoir fait de la... on pourrait faire mieux, 1 an après, 6 mois après? On relance des vieux follow-up. En fait, déjà, le follow-up, il faut comprendre une chose, c'est qu'on ouvre un follow-up quand on a traité la bonne objection jusqu'au bout. Donc là, comme tu ne peux pas savoir parce que tu as fait de la boue, en fait, c'est de relancer les personnes tout simplement. En fait. Tu as une ressource, tiens, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas eu. On peut dire merde, on n'est pas à la télé. Ça va. Je sais pas, il a dit bouh, j'aimais bien le... Mais lui, il est poli, nous, on n'est pas obligé. Non, mais c'est de reprendre en fait un petit message tranquille. C'est salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait quelques temps que j'ai pas eu tes nouvelles. J'ai fait cette vidéo qui pourrait t'intéresser. Voici le lien, au plaisir d'en parler. Ouais, t'as eu des retours? T'en envoies une deuxième. C'est pas grave, t'en envoies une autre. T'en envoies une troisième. En fait, aujourd'hui, vous avez une facilité avec ChatGPT et plein d'outils pour créer des ressources en voici, en voilà, et vous vous bridez. Si chaque coaching du mercredi, je dois vous faire créer des ressources, je vais le faire. Si vous avez la data, vous faites un transcript de l'appel anonymisé et vous mettez ça dans ChatGPT ou n'importe quel autre IA que vous utilisez. Analyse ce call, dis-moi où j'ai merdé.
Ça va identifier très facilement. Ensuite, vous vous pointez en coaching avec Rachid et vous dites j'ai fait un appel, j'ai identifié le problème, c'est ça que j'ai merdé, je pense que j'aurais pu le faire comme ça, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Et vous avez un double coach à dispo. Là, ce qu'il vient de vous dire, c'est une pépite en or. Hein. C'est un accélérateur d'arrêter de faire de la merde. Je veux dire. On est très mauvais pour s'analyser nous-mêmes, tous, hein, on est tous pareils là-dessus, c'est une catastrophe. L'IA est neutre. L'IA s'en fout de vous vexer en fait. Donc en fait, vous lui donnez votre call, vous faites où j'ai été nul, où j'ai merdé. Note 7 appels sur 10. J'ai rendez-vous avec mon coach vente la semaine prochaine. Dis-moi sur quoi je dois travailler. Ma question, c'est si tu as envoyé une ou deux ressources à quelqu'un que tu suis, avec qui tu parles depuis un moment, et que la personne, 15 jours après, elle te dit qu'elle a toujours pas, elle te répond qu'elle a toujours pas ouvert la ressource. Tu fais quoi? Tu continues à l'envoyer des ressources alors qu'elle n'a pas ouvert? Est-ce que le format de ressources ne te plaît pas? Préfères-tu un PDF? Et si elle te répond toujours pas? Je continue à envoyer une deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à ce qu'elle me dise arrête de me déranger. Parce que du coup, je ne sais plus quoi envoyer comme ressource, parce que je ne sais pas si la ressource lui a pas plu ou si c'est... je ne sais pas ce que c'est. Je peux pas même supposer. Clarifier en fait. Je ne fais pas de supposition. Si elle me dit j'ai pas eu le temps de la regarder, quand est-ce que selon toi tu auras le temps de le faire? Ouais. Et là j'ai une date et après je peux relancer à partir de cette date. C'est pour ça que Rachid il est meilleur que moi. Moi au bout d'un moment je me vexe et je boude. Ah c'est comme ça? Eh ben je t'envoie plus rien. La personne elle est contente et moi pas. Je bifurque un tout petit peu. Jérémy, tu parlais tout à l'heure de newsletter. Ok. Quand on a une base qui est exploitable, donc tu dis souvent que toi tu as commencé avec je crois 250 bases, enfin clients, quelque chose comme ça, je crois. Moins les chiffres. Alors je l'ai tellement raconté cette histoire que les chiffres c'est un peu aléatoire dans ma tête. Hein. Mais globalement j'ai fait les premiers 104 ventes. J'avais 1500 personnes, 2000 personnes sur Facebook. Et sur la newsletter, je sais plus exactement combien, mais entre 150 et 300, un truc comme ça. Ok. Quand on a une base un petit peu comme la tienne en termes de potentiel client, je mets bien des guillemets autour de ça, comment on peut, enfin de quelle manière tu peux emmener une trame de vente, tu vois, un peu l'entonnoir, parce que c'est aussi un moyen qui est, en plus d'Instagram et de l'appel, je trouve, qui est totalement exploitable. On n'en parle pas beaucoup. Est-ce que là, tu peux expliquer un petit peu comment on peut faire cet entonnoir? Oui, bien sûr. On n'en parle pas dans Bronze, on en parle beaucoup dans le Mastermind, parce que en fait, pour démarrer un social funnel, c'est plus efficace qu'une newsletter. Et en fait, les mails, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Et s'ils ne viennent pas d'une chaîne YouTube ou de la pub, d'où est-ce qu'ils viennent? Donc, quand tu utilises un One Place Funnel, tu récupères logiquement pas trop de mails, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Globalement, c'est toujours la même chose, c'est tu vas créer des ressources qui apportent de la valeur et qui aident à avoir des prises de conscience. Et c'est ressources, valeurs, déclic, pensée contrariante. Et en fait, tu finis simplement ton mail par... c'est justement ce que je fais systématiquement avec mes clients. Si tu veux en savoir plus, je t'offre une session diagnostique de 30 minutes. Tu peux venir détendre, tu ne pourras rien acheter dans cet appel de toute façon. C'est pour déjà comprendre si je peux t'aider et t'aider à y voir plus clair. Réserve ton truc ici. Ok, donc on l'exploite, on la laisse pas de côté d'après toi? Ouais, surtout que tu peux réutiliser tes posts des réseaux sociaux en fait. Tu les fous soit dans Nexus, soit tu le refais toi-même si tu préfères. Tu dis j'ai fait ce post sur Instagram ou sur n'importe quoi, fais-en un mail avec tel appel à l'action. Voilà. Et on envoie les ressources dont Rachid nous parle régulièrement. Ouais. Ok, super, merci. Et je disais inversement aussi, en fait, le CTA peut être allant dans l'autre sens, c'est-à-dire dans tes contenus à toi. S'il y a une newsletter en particulier que tu veux que tout le monde lise, bah, tu crées un post sur ça avec le two-step content dans ton post pour envoyer les gens vers la newsletter en question. Comme ça, les deux se nourrissent entre eux. Ouais, tu peux, si tu n'as pas la même audience sur les réseaux et sur ta base mail, tu peux aussi envoyer un mail en disant j'ai créé ce post sur tel réseau qui est vachement bien, qui a fait des déclics à plein de gens, va le lire en cliquant ici. Et c'est sur ton post qu'il y a un CTA, par exemple. Tu viens de dire que pour le two-step content, non, tu disais tu sais pas d'où viennent les mails quand tu es en One Place Funnel. Du coup, quand tu es dans cette étape-là et que tu fais du two-step content, tu donnes ta ressource directement en MP, tu donnes. Ouais, moi je le faisais. Tu peux aussi tout à fait en faire un lead magnet avec une capture d'email, mais moi je la donnais directement en MP parce que comme ça je réduis la friction et je réduis les chances que cette ressource soit consommée.
et de pouvoir continuer la conversation. Ok, merci. Sauf si je suis en train de chercher du volume d'inscription et pas de conversation. Dans ce cas-là, je mets l'étape de la squeeze page, je chope le mail entre les deux. Mais la plupart du temps, sur un social funnel, si tu envoies un MP1 lien où il faut laisser son email, arriver sur une autre page, il y a une ressource, et ensuite tu lui as ajouté trop d'étapes et tu as oublié déjà. Là où ça peut marcher, c'est si ta ressource, si tu es sur Instagram, et que ta ressource, tu l'as branchée sur un ManyChat, et que le ManyChat dit « Tu veux bien cette ressource ? Oui. Donne-moi ton email. Le voici. Ok, voici la ressource. » Elle n'est pas envoyée par mail. Tu as juste pris le mail comme... voilà. Ça peut le faire. Moi, j'avais une question sur les ressources, justement. Dans mon cas particulier, je m'occupe de milieu artistique. Donc, c'est des artistes qui peuvent être en galère, qui ont essayé des choses qui ne marchent pas, donc qui sont déprimés parce que c'est leur raison de vivre. Et parfois, ils peuvent avoir des demandes vraiment différentes. Donc, il y en a qui ont déjà un projet qui veulent le pousser plus loin. Il y en a même qui doivent faire un break, selon moi, carrément du milieu artistique pendant un petit moment, passer à la matière ou à autre chose pour reprendre mieux. Et je voulais savoir si vous aviez des solutions pour trouver des ressources adaptées rapidement à un cas particulier. Moi, je dirais ici que tu as plusieurs cibles et qu'il faut en choisir une. Et une fois que tu en as choisi une, tu fais des ressources pour cela. Alors, pas vraiment. Parce que ma cible, en fait, c'est vraiment les artistes, je te le dis, qui recherchent de la reconnaissance ou qui veulent que leur travail fonctionne. Mais moi, je sais d'expérience que j'ai eu besoin de pause pour que mon travail fonctionne. Et là, les ressources ne sont pas les mêmes. C'est pas la même demande, tu vois. Tu te crées en avance une bibliothèque de ressources qui répondent aux différentes problématiques, tout en sachant que 90%, tu vas quasiment jamais les exploiter. Mais tu les as de côté, elles sont prêtes. Et en fait, quand tu es devant la situation, tu as juste à piocher dans ta bibliothèque de ressources et de savoir ce que tu lui envoies. Ok. Et quand tu dis créer des ressources, parce que moi je suis au début de l'offre et tout ça, c'est créer des ressources, pour moi c'est un peu abstrait en fait. Bien sûr. Créer une ressource, c'est donc créer un podcast, une vidéo ou un PDF qui aide la personne avec sa problématique actuelle. Une ressource, c'est une ressource de valeur, c'est un contenu non public pour t'aider dans ta problématique du moment à avoir des déclics et des prises de conscience sur un sujet particulier. C'est plus clair. Tu vas te demander, ok, la personne elle est dans cette situation, elle y est parce que 1, 2, 3, elle croit que les causes c'est ABC, alors qu'en fait c'est ça. Quel contenu je peux créer pour qu'elle se rende compte de tout ça, que ça l'aide à cheminer et qu'elle progresse. Et à la fin de la ressource, je vais juste dire, est-ce que tu veux aller plus loin, tu sais où me trouver. De rien, le professeur. Mais du coup, pour rebondir là-dessus, qu'est-ce qui différencie un contenu que tu vas poster sur ton feed Instagram et un truc que tu vas mettre en ressource? Est-ce que c'est le fait que est-ce que c'est la forme ou est-ce que c'est le fond? La durée, déjà. Ouais. Quand tu envoies une ressource de follow-up, tu fais pas une vidéo de 60 secondes. 10, 15, 20 minutes minimum. Hein. Pareil en audio, c'est un PDF... sauf si c'est de l'extrêmement pratico-pratique et que ça tient sur 2 pages, ça va plutôt être 10, 15, 20. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé un doc de 70 pages à partir d'une vidéo que j'ai envoyé en follow-up. 99% des gens ne vont pas lire quasiment tout ce qu'il y a dedans, mais je m'en fous. Moi, je voulais faire un truc complet et détaillé. En gros, j'ai enregistré un podcast d'1h30 avec quelqu'un que je connais et j'en ai déduit des leçons. Une par page. 70 pages. Mais c'est vrai que moi, ma peur, quand j'envoie des ressources, c'est de mettre la personne dans une posture difficile, de devoir me dire... en plus, je travaille avec ma cible, c'est des personnes qui n'ont pas un sens de leur... qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas un sens de leur propre valeur. Donc, j'ai pas envie d'appuyer encore plus sur ah, mais je suis une grosse merde, j'ai pas écouté ta ressource, je suis tellement désolée, excuse-moi. Et j'ai peur de créer ça, en fait, quand je leur demande qu'est-ce que tu as pensé de la ressource. Fais des choses faciles à consommer pour ces personnes. T'es pas obligé de... Si c'est des personnes qui, je sais pas moi, qui sont en surstimulation, burn-out, qui n'ont pas le temps et qui du coup se sentent mal de jamais avoir le temps de rien faire, bien sûr que tu leur files pas une vidéo de 2 heures, quoi. En fait, c'est pas tant ça, c'est des personnes
vont toujours se plier en quatre pour faire plaisir aux autres. Et donc j'ai peur que si je leur demande de faire un truc pour moi, elles vont pas le faire pour elles vont le faire pour moi. Et du coup, ça les remet par rapport à moi dans la position dans laquelle je vais les aider à sortir. Donc c'est compliqué, quoi. Alors non, c'est très très simple. Ok. Centre J'attends. émotionnel. Je vois pas ce que tu veux D'accord. dire. Super simple. Quand elles sont dans ces phases de stress, ces personnes, elles se suradaptent. C'est ce que tu es en train d'expliquer. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de se suradapter? Bah, tu leur laisses le choix. Tu leur expliques que toi, tu es solide et qu'elles n'ont pas besoin de s'adapter à toi, en fait. Et donc, toi, tu dois faire quoi? Dans tes contenus et la création dont tu parles, tu as 4 heures. Ce qu'il vient de dire, simplifier. Les personnes, quand elles viennent vous voir, oui, elles sont dans des pics émotionnels, à des différents contextes de vie, différents moments de vie. Donc, si vous le prenez en compte, faites en sorte d'ajouter, c'est ce qu'il explique depuis tout à l'heure, le moins de friction possible. Et une fois que tu as envoyé la ressource et que tu viens rechercher la personne pour lui demander qu'est-ce que tu as pensé de la ressource, c'est ce moment-là qui me fait peur vu ma cible. Alors, vu que c'est une personne émotionnelle, si tu lui dis qu'est-ce que tu as pensé, elle va dire quoi? Si tu la remets dans le trigger mental. Comment ça a résonné pour toi? Comment ça t'a tu as parlé? Qu'est-ce que tu as ressenti en lisant la ressource? Ok. Ouais, moi, j'irai encore plus loin. Je ne mets pas une injonction sur le fait qu'elle l'ait regardée. Comment tu t'es senti suite à l'envoi de cette ressource? Ah, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Mince, c'est sûrement trop long. Ou alors, tu as passé une mauvaise journée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre ça plus simple et plus agréable? Demande-lui. Ah, ben, si c'était résumé sur un PDF de 2 pages. Attends, je te fais ça. Bonne journée. On est au service d'eux. Trop bien. Dans nos métiers, on passe notre temps seul. On est derrière notre ordi tout le temps, même quand on parle avec des gens, c'est à travers un Zoom. Ces événements, c'est aussi pour se reconnecter et se rappeler qu'on est tout plein d'humains identiques tout seuls derrière notre ordi à se faire chier. Mais rappelez-vous un truc, j'aimerais que vous partiez avec ça aujourd'hui. Nos métiers sont faciles. Ça ne veut pas dire que les résultats sont faciles, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, pour vous, c'était une journée facile, et peut-être que ça ne le sera pas demain. Mais rappelez-vous quelles sont les autres options. A priori, quand on arrive dans nos métiers, on n'est pas tombé là par hasard. Ça ne fonctionnait pas autre part pour nous. Et les entrepreneurs du web et assimilés, c'est quand même une sacrée peuplade de Pokémon. Hein. On ne marche pas ailleurs la plupart du temps, on ne serait pas heureux. Et se rappeler ça tous les jours de j'ai la chance, même si ça ne marche pas encore comme je voudrais, de faire le truc que j'aime depuis chez moi. La plupart des gens rêveraient de rester chez eux. Hein. Nous, on est payés pour ça. Pour transmettre un truc qui nous intéresse, pour en parler sur Internet à des gens que ça intéresse. Ouais, c'est pas trop dur comme vie. Hein. Encore une fois, c'est pas que les résultats sont faciles à avoir. Ça dépend des gens, ça dépend de plein de trucs. Mais au global, on n'a pas des métiers trop difficiles quand même. Hein. Et on vend des trucs sur Internet. Il y a à demander aux gens qui font des travaux dehors si leur métier il est plus facile que le nôtre. Hein. Je pense pas. Donc juste avoir de temps en temps un peu de gratitude pour ça et se rappeler que je fais un truc que j'aime depuis chez moi, de la façon que je veux. Je peux décider de quand j'en ai marre et je peux m'arrêter si ça va plus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette chance. Je voudrais juste qu'on garde ça aujourd'hui. Merci à tous.